Alors pour le dernier exposé, on a vu, ça a été dit, l'expérience des chirurgiens est évidemment très importante. Les données factuelles aussi sont des outils d'évaluation de nos pratiques. Alors il y a d'autres façons d'évaluer nos pratiques. C'est des registres qui permettent d'enregistrer un grand nombre de données, le big data des Américains, donc de réunir en peu de temps un grand nombre de données. Et c'est ce que nous expliquait Gillion en nous parlant de sa création, qui est le Club Ernie, qui est, justement permet et met à notre disposition des données de registre qui sont très intéressantes et qui seront de plus en plus intéressantes dans l'avenir. Voilà, Jean-François. Merci de me donner la parole, chers collègues. Je vais vous parler donc de l'intérêt des registres en complément des études randomisées et notamment après le travail que Karem vient de nous montrer, qui est toujours très bien fait. Et donc, il n'y a pas de débat. Les études randomisées restent le meilleur outil pour comparer deux traitements, notamment quand on compare deux médicaments. Ça, c'est facile, deux médicaments. Mais les études randomisées comportent quelques limites, notamment quand on ne compare pas des médicaments, mais quand on compare des techniques chirurgicales et des prothèses. Pourquoi ? Il y a différentes raisons. La première, c'est que les opérateurs peuvent très bien ne pas réaliser aussi bien la technique A que la technique B, notamment si on est en cours de learning curve. Et ça introduit un biais statistique majeur, bien que souvent minimisé dans les comptes rendus, dans les matériels et méthodes des articles. Et c'est un biais en faveur de la technique la mieux maîtrisée ou la plus ancienne. Deuxièmement, en chirurgie, le double aveugle est souvent illusoire, notamment quand on compare une technique open et une technique célioscopique, et ça introduit un deuxième biais méthodologique. Troisièmement, et pas tellement dans les hernies de laine, mais surtout dans les hernies ventrales, dans les éventrations, il y a une forte hétérogénéité de présentation et de traitement des pathologies, ce qui conduit souvent à étudier différents sous-groupes, ce qui pose rapidement des problèmes d'effectifs dans chaque bras à comparer, et donc on peut très bien avoir des différences réelles qui peuvent rester complètement inapparentes dans l'étude, uniquement par manque de puissance des tests statistiques. Et puis, si on met en évidence un résultat, une différence, il faut savoir que dans les études randomisées, les résultats ne valent que pour la population étudiée et que ces résultats sont difficilement extrapolables dans la vraie vie. Autre inconvénient, les délais de mise en place, de réalisation, d'interprétation et de publication des études randomisées sont très longs et sont très peu compatibles avec le nombre très élevé de nouvelles prothèses mises sur le marché en France ou dans le monde chaque année. Et donc on ne peut pas comparer toutes les prothèses avec des études randomisées. Et pour les prothèses qui peuvent être comparées, eh bien malheureusement, souvent les résultats obtenus sont obtenus à une date où la prothèse étudiée est déjà remplacée par une prothèse de la génération suivante. Et puis, certains résultats peu favorables pourraient ne pas être publiés, et ça a été bien montré dans une publication qui a fait un petit peu sensation dans le British Medical Journal de 2012, alors que dans un registre multicentrique, les résultats défavorables sont bien entendu plus difficiles à passer sous silence, et en effet, les patients sont enregistrés avant même de connaître leur suite. Les résultats sont notamment dans le Club Ernie recueillis par une assistante de recherche clinique qui est indépendante des opérateurs, et ces résultats vont être interprétés et publiés par une équipe différente de l'équipe de pause. Enfin, quand une étude randomisée est terminée, elle est terminée. Souvent, il n'y a pas de suivi après, et donc les études non randomisées ne sont pas le meilleur outil pour mettre en évidence les événements tardifs ou à occurrence faible. Et en effet, au temps T0, la technique A peut être équivalente à la technique B, ou la prothèse A à la prothèse B. Et la différence peut n'apparaître que très longtemps après, comme par exemple pour les prothèses PIP, alors qu'un registre bien conduit, lui, permet d'assurer le suivi de la cohorte sur plusieurs années. Donc à l'inverse et en résumé, dans les registres, eh bien, la technique A et la technique B ou C ou D, ce sont des techniques qui sont réalisées par des opérateurs qui les maîtrisent. Un grand nombre de techniques différentes peuvent être simultanément étudiées. C'est plus conforme à la vraie vie.
Les registres, pour autant qu'ils soient multicentriques, eh bien, ça réduit le risque de sous-publication d'événements indésirables, c'est ce qu'on vient de voir, et que le registre est plus à même, par le grand nombre, de dépister les événements à occurrence faible ou tardive, et donc participer par là à la veille sanitaire des différents matériaux implantés. Autre chose, les registres peuvent être utilisés dans la comparaison des techniques ou des prothèses. Ça, c'est pourtant le domaine réservé des études randomisées. Certes, les registres, par leur support informatique, peuvent servir de support à des études randomisées, mais les registres sont plutôt adaptés à des études de type cas contrôle. Mais pour que les comparaisons soient statistiquement recevables, soient statistiquement valables, il faut une méthodologie dans les registres aussi rigoureuse que dans une étude randomisée. Et donc, en clair, on n'a pas la randomisation, mais à défaut de randomisation, il faut que l'étude soit tout à fait contrôlée pour que les résultats puissent être valides. C'est selon cette méthodologie complètement rigoureuse que fonctionne le registre du Club Ernie. Le premier contrôle, c'est un contrôle des saisies. Chaque membre du Club Ernie doit accepter et signer une charte de qualité qui stipule que les enregistrements sont anonymisés, que les saisies sont consécutives, non sélectionnées, donc exhaustives, et réalisées en temps réel dans la base de données online qui va collecter 164 variables qui décrivent aussi bien l'état préopératoire, péropératoire, post-opératoire précoce, âge J0, J1, J8 et premier mois. Deuxième contrôle, les résultats sont analysés en aveugle par une assistante de recherche clinique qui est complètement indépendante des opérateurs et qui va évaluer les résultats sans connaître absolument la technique qui a été réalisée. Et elle va screener un petit peu pour rechercher les éléments en faveur d'une récidive, les éléments de douleur chronique, la qualité de vie des opérés comparée, et on vient d'en parler tout à l'heure, à la qualité de vie préopératoire. C'est-à-dire qu'un patient qui a une douleur post-opératoire, elle aura une valeur s'il n'y avait pas de douleur préopératoire ou si elle est différente de la douleur préopératoire. Et ça, c'est fait, elle ne le fait pas au fil de l'eau, elle remplit, l'assistante de recherche clinique remplit un questionnaire téléphonique qui a déjà été préalablement validé. Et en cas de symptômes, il est fortement conseillé au patient de consulter son opérateur qui, lui, peut agrémenter le registre de données de son examen physique pour savoir si, par exemple, il y a réellement une récidive ou pas. Troisième contrôle, c'est un rétro-contrôle par l'assistante de recherche clinique de ce qui a été saisi par le chirurgien au niveau des suites opératoires précoces. Et en clair, au cours de l'entretien téléphonique, l'assistante de recherche demande au patient quel était à lui son vécu des suites opératoires. Et si par exemple le patient décrit quelque chose qui ressemble à un gros hématome ou une infection et que par hasard ça n'a pas été noté dans le registre, le webmaster est informé et on a un retour sur le dossier initial. On est à plus de 13 000 patients opérés et ce cas-là, fort heureusement, n'est encore jamais arrivé. Mais les chirurgiens membres du Club Ernie, dans la charte de qualité qu'ils signent, autorisent un retour sur le dossier initial en cas de discordance. Donc, selon cette méthodologie, les registres du Club Ernie ont débuté il y a 4 ans. Et nous en sommes déjà à 13 376 patients pour 40 chirurgiens actifs. Voilà l'écran qu'on peut avoir. Les saisies sont très rapides. Elles se font onglet par onglet, uniquement par des clics de souris. Et en gros, en fonction de la rapidité du chirurgien, la saisie du dossier prend 3 à 5 minutes à peu près. Et vous voyez la qualité des saisies. Là, je ne vous demande pas de regarder le tableau en détail, mais juste de regarder les blancs. Et en fait, vous apercevez que le taux de remplissage des items est excellent par l'ensemble des 40 chirurgiens qui sont extrêmement investis dans ce registre. Quels sont les intérêts de ce registre? Le premier, le plus évident, c'est un outil d'auto-évaluation pour le chirurgien par rapport au groupe. C'est-à-dire qu'en temps réel, pour l'ensemble des onglets et pour l'ensemble des items, le chirurgien, en temps réel, peut voir quels sont ses résultats par rapport aux résultats du groupe, aussi bien sur l'ensemble des techniques que, par exemple, sur les techniques celluloscopiques, les techniques open. Un deuxième outil disponible
en temps réel sur le site. Ce sont des statistiques de base avec, par exemple, le poids, l'âge, le BMI, etc. Mais surtout, le gros intérêt, la grande puissance de ce registre, c'est que en temps réel, toujours, chacun des membres participants peut obtenir une extraction au format Excel de l'ensemble des résultats de ces patients et peut, par là, travailler sur Excel ou avec des logiciels de statistiques, ce qui est extrêmement puissant pour ces études et publications. Et ce qui est très important aussi, c'est que ce registre est extrêmement démocratique, c'est-à-dire que chacun des membres peut obtenir ses résultats lui-même sans passer par le webmaster. Et donc ces résultats ne sont absolument pas confisqués par l'organisation. Chaque chirurgien peut récupérer en temps réel ses résultats. Du coup, grâce à ces outils, en moins de 4 ans, nous en sommes déjà à plus d'une quinzaine de publications dans les congrès français et internationaux, et nous avons en cours, nous avons publié un premier article dans Hernia et un deuxième est en lecture. Et donc, en conclusion, sous réserve d'une méthodologie absolument rigoureuse, telle que celle que nous menons dans le Club Hernie, les registres peuvent prendre une place importante en complément des études randomisées. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-François. Des questions ou des commentaires dans la salle? Comme une approche intéressante et capable de donner des résultats très rapidement sur un nouveau matériel, par exemple. Ils sont en capacité de faire des interventions. Voilà. La évaluation en 1 an sur un nouveau matériel, ce qui est quasiment impossible avec un essai randomisé, 6 essais randomisés liés. Pas de commentaires, mais je vais rendre... Si, pardon. Karim. Non, moi je voudrais te féliciter parce que je sais combien c'est difficile de gérer un registre. Et faire un registre, surveiller la bonne adhésion des membres du Club Hernie, interpréter les résultats, bravo. Je voudrais te poser une question par rapport à l'étude de ce registre. Alors, ça représente quoi comme frais de fonctionnement et le financement, comment vous avez pu l'obtenir? Parce que c'est vrai que de plus en plus, on s'oriente vers des analyses de techniques précises à partir de registres, compte tenu de toutes les remarques que tu as faites. Et je pense que c'était très bien de faire ce rappel ici dans cette salle. Mais concernant la mise en place, les financements ne sont pas simples à obtenir. Alors chacun essaye, les chirurgiens thoraciques ont fait ça très bien, les urologues je crois aussi. Nous, en chirurgie digestive, on essaie de faire ça, en particulier dans les cancers du rectum, parce qu'on pense qu'avec des registres, on obtiendra des résultats plus rapides, comme tu l'as montré. Alors, comment tu obtiens le financement? Alors, bien évidemment, en amont de ce registre, au moment de la création, on était allé proposer aux différentes tutelles d'avoir un financement, et on n'a pas eu de financement public, donc on est bien obligé de fonctionner sans financement public. Et pour arriver à faire tourner la machine, on a de temps en temps des études ciblées, on appelle sur un produit, et les industriels sont extrêmement intéressés d'obtenir des résultats par une structure complètement indépendante. C'est-à-dire que jusqu'à autrefois, les industriels devaient créer un groupe de chirurgiens, devaient faire analyser leurs prothèses par un groupe de chirurgiens, et ce groupe de chirurgiens était plus ou moins à la main, entre guillemets, des industriels. Tandis que là, ce sont des chirurgiens qui sont complètement indépendants du groupe des industriels. Ça nous permet de vendre une partie des résultats, ce qui nous permet de récupérer de l'argent pour payer notre assistante de recherche clinique, notre statisticienne, etc. Et pour que ça fonctionne bien, il faut qu'on soit indépendant. Et donc, régulièrement, on s'assure de notre indépendance complète. Merci. D'autres questions? Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on va rendre l'antenne, je crois, pile à l'heure. Donc, à titre personnel, je voudrais remercier les différents orateurs qui ont pleinement répondu aux questions qu'on leur avait posées. Monsieur le Président. Très bien. Je remercie également en votre nom les deux modérateurs, Jean-Pierre Palot et Jean-François Gillon, qui nous ont présenté cette chirurgie très quotidienne de manière très originale, mais également de manière très complète. Et vous avez vu qu'on a été obligé d'intervenir
pour limiter malheureusement les discussions, mais malgré cela, nous finissons exactement à l'heure. Donc merci à vous tous, les intervenants et les organisateurs. Et pour les autres, rendez-vous la semaine prochaine où nous parlerons de chirurgie pédiatrique avec notre ami Philippe Montupet. Bonne semaine à tous.